Chers amis, chers camarades, prévenir, protéger, soigner, accompagner, ces mots résument à eux seuls nos métiers, nos engagements et le sens profond de notre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette journée d'études CGT consacrée à la santé et à l'action sociale dans le département 76, autour de 4 grands axes majeurs au cœur de nos réalités professionnelles. Un premier temps sera consacré à la santé publique et à la santé privée. Un second moment mettra en lumière les EHPAD et la question de la perte d'autonomie. Un troisième temps d'échange sera porté sur l'action sociale, qu'il s'agisse de la protection de l'enfance, du handicap et de l'insertion. Enfin, nous conclurons sur la psychiatrie, avec un focus particulier au regard des enjeux majeurs qu'elle représente aujourd'hui. Parti volontairement de la naissance de la sécurité sociale en 1945, la première grande offensive du patronat, elle a commencé en 96. Et c'est depuis 96 qu'on peut observer dans notre pays la dérégulation du système de santé. Jusque dans la fin des années 90, on avait le meilleur système de santé au monde qui protégeait la population. Et les ordonnances Juppé ont mis en place le fameux PLFSS, qui est la loi de financement de la sécurité sociale. Ces ordonnances Juppé, elles se sont appliquées à tous les secteurs de la santé, que ce soit le public ou le privé, qui se sont traduits par la mise en place de contraintes budgétaires pour les hôpitaux. Avant cette période-là, les hôpitaux étaient financés à la hauteur de leurs besoins, et qu'à partir de ce moment-là, on a mis en place une logique où on mettait des seuils de dépenses. On a mis en place derrière des indicateurs avec des objectifs quantifiés et des contraintes. Ce qui a aussi facilité sur la même période la mise en place de recours au financement privé sur le marché financier. Dans le lucratif, quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers, on ne prend pas et on préfère laisser le lit vide. Sur les ASH faisant fonction, oui, nous avons dans nos établissements beaucoup de professionnels non diplômés qui exercent le métier d'aide-soignante. Elles ont toute l'expérience, elles ont autant de compétences que les aides-soignantes parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Néanmoins, elles n'ont pas le salaire, elles n'ont pas la reconnaissance, elles ne font pas partie du Ségur. Et je vais faire le lien avec un petit truc qui s'est passé. Grâce au Covid, il y a eu une fameuse formation en 70 heures où on passait des ASH faisant fonction en aide-soignante. Ça a été une catastrophe. On est en train de se dire ici qu'on valide le glissement de tâches en se disant que ASH, AS, même métier. Non, même tâche de travail. Ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes niveaux de qualification. Attention à ces éléments-là, parce que ça, c'est clairement une entrée patronale. C'est-à-dire que, comme il y a des besoins d'effectifs, automatiquement, on répond à la question de l'organisation par les salariés eux-mêmes. Le sujet de la diplomation est au cœur de l'organisation du travail. Je vous rappelle que vous avez des diplômes d'État. Et pourquoi vous avez des diplômes d'État? Parce qu'il y a pas mal d'années, quand le privé est arrivé, au niveau du ministère de la Santé, on avait à minima négocié que tout professionnel exerçant dans le soin avait le même diplôme, qu'il soit de Brest ou de Marseille. Ça, c'est en train d'être attaqué à l'heure actuelle, puisque c'est le dernier élément qui va leur permettre d'organiser le soin à maille territoriale. Donc attention, on a à l'heure actuelle pas mal d'attaques sur les diplômes du travail social, sur les diplômes du soin, et attention à ce que nous, on ne porte pas des contre-arguments là-dessus. Deuxième élément, on fait plus, etc. Oui, parce qu'il nous amène sur la question de la vocation. Et nous ne sommes pas dans des métiers de vocation, je suis désolé de vous le dire, je sais qu'on nous a mis ça en tête et qu'on le colporte entre nous, etc. Non, on est des professionnels, on n'est pas des bonnes sœurs, on n'est pas des curés. On est des professionnels du soin. Et nous ne sommes pas là parce qu'on a vu de la lumière, on est là parce qu'on est des professionnels. Donc ça, c'est important aussi, parce que la vocation, ça amène la question du non-salaire. Si vous êtes là parce que vous avez de la vocation, pourquoi on vous paye? Il n'y a pas l'intérêt de vous payer puisque vous avez la vocation. Notre établissement vient de gagner un lourd procès. On connaissait ça, l'auto-remplacement, c'est-à-dire que quand on voulait des congés, il fallait qu'on se débrouille avec nos collègues. Donc ça nous revenait dans l'album, évidemment, d'accepter notre tour. Quand on voulait des congés, il fallait qu'on revienne travailler, ce qu'on appelle l'auto-remplacement. Sauf que c'est interdit. C'est interdit. Et donc, j'invite tous les camarades, parce que ça marche aussi pour l'hôpital, je le précise. Nous avons le texte au syndicat, il y a plus déjà 30 syndicats qui nous ont contactés parce que nous avons gagné. Et donc faites jouer cette jurisprudence, mes camarades. L'auto-remplacement, c'est non. Le soin, c'est quasiment 40% des budgets des hôpitaux publics. L'hébergement, c'est 35%. Et le département, c'est 15%. Il faut aussi développer ce que c'est le soin. Le soin, c'est quoi? C'est le financement de postes d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins, de psychomates, tous les métiers du soin.
C'est pas le soin, c'est pas les actes de soin. Dans le public, quand ils n'arrivent pas à embaucher, et ben les crédits à la fin de l'année repartent vers les ARS. Ils sont pas donnés automatiquement. Et donc du coup, ça crée un sous-financement structurel des hôpitaux publics. Mais là où est le vice, c'est que dans le privé, ils ont les mêmes méthodes de financement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les personnels soignants pour faire autre chose. Les tâches de soins, mais aussi les tâches d'hôtellerie, qui sont censées être financées par le résident. Et c'est comme ça que le privé arrive à faire beaucoup d'argent, c'est qu'ils surfacturent tous les actes d'hébergement et de dépenses en utilisant les postes financés par la sécurité sociale. Parce que le soin, c'est la sécu. Et c'est comme ça qu'on arrive à des dérives où on a des hôpitaux publics qui survivent et des hôpitaux privés qui arrivent à dégager des marges énormes parce qu'ils utilisent la sécu, ils sous-payent leur personnel, créent des sous-effectifs pour les tâches d'hébergement et de dépenses. Et c'est ça le vice aujourd'hui, d'où la disparité publique-privée en termes de tarification. L'entretien des hôpitaux. Avant, on était en budget global. Et quand on avait besoin d'aller faire agrandir, de faire des travaux sur un hôpital, on avait des emprunts à taux zéro. Ce n'est plus le cas. J'ai eu une discussion avec une amie médecin qui me disait « Oui, mais c'est normal de fermer des lits. C'est lié au progrès de la médecine. Les gens restent hospitalisés beaucoup moins longtemps. » Alors, je dois savoir ce qu'il en est avec l'argument un peu lui opposé. Nous, les fermetures de lits, en fin de compte, on les ferme dès l'instant qu'on commence à descendre en dessous de 95% de taux d'occupation. Il faut que le lit soit tout le temps rempli pour être sûr que financièrement ça fonctionne. Alors dès l'instant qu'il y a un petit tube sur 2-3 mois, on arrive, on referme des lits, même si après on est à 110% d'occupation. En gros, on vous donne un certain budget tous les ans. Sauf que la population, elle augmente, la population, elle vieillit, il y a l'inflation, etc. Donc les besoins, de toute façon, sont toujours supérieurs d'une année sur l'autre. Moi, je vous dis, bah oui, mais on a augmenté un petit peu l'ONDAM cette année. Mais en gros, par rapport aux besoins réels de la population, l'ONDAM n'est pas au niveau du besoin réel du secteur. Et là-dessous se rajoute effectivement la T2A. La T2A, c'est une concurrence qui est mise entre établissements. Sauf que cette concurrence, elle est soumise au fameux IPDMS. Je vais essayer de l'expliquer. L'IPDMS, c'est un indice. On dit aux établissements, cette année, vous avez l'indice de 1. Donc, vous ne pouvez pas faire plus de 1. Cet IPDMS, il se situe sur les lits d'hospitalisation. On va faire le lien avec la baisse de lits d'hospitalisation. Depuis tout à l'heure, on vous dit qu'on est en manque de lits. Mais on est en manque de lits d'hospitalisation. Pourquoi ? Parce que les établissements sont soumis à ce fameux IPDMS. Et que tous les ans, on demande aux établissements, vous avez pu faire l'année dernière 1%, cette année, on va vous demander de faire 0,94. Vous êtes performant cette année, vous allez pouvoir faire mieux l'année prochaine. Se rajoute ce qu'on appelle la réserve. Vous avez un acte qui est coté 100 €, on vous rembourse 97 €, et si l'ensemble des établissements jouent le jeu, vous récupérez vos 3 €. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire que de toute façon, les hôpitaux, en gros, continuent à fonctionner, mais ne récupèrent pas l'argent de l'État. Ils ont continué à fermer des lits d'hospitalisation, ce qui est la courbe verte. On augmente les lits d'ambulatoire, ce qui est la courbe bleue, l'hospitalisation à domicile, qui est un secteur qui est représenté de plus en plus par le privé, lui, augmente, mais de façon exponentielle, et avec des tâches qu'on a augmentées au niveau de l'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire certaines tâches avant le Covid-19. Depuis le Covid-19, on a augmenté les tâches qu'il pouvait faire. Je suis le mari d'une patiente qui a eu une récidive d'un lymphome. On lui a prélevé les lymphocytes T, ça a été congelé, envoyé dans un laboratoire pharmaceutique aux États-Unis, ça a été traité génétiquement. C'est un traitement personnalisé. Ce traitement, l'injection, elle ne coûte que 290 000 €. Merci la sécurité sociale, merci Ambroise Croizat, et heureusement que nous ne sommes pas aux États-Unis, parce que ma femme, serait partie dans l'au-delà. Oui, c'est bien que la sécurité sociale rembourse des médicaments à 280 000 €. Il y a aussi la question centrale, c'est que fait l'État pour mettre en place des institutions publiques du médicament, parce que quand on paye 280 000 €, c'est des boîtes privées qui se font du fric. Sur la santé, tout à l'heure tu parlais aussi des roues de fauteuils, c'est des établissements privés derrière. Il y a tout un écosystème autour des structures du secteur de la santé qui font du fric
sur notre secteur. On entend souvent, en fait, nos secteurs ne rapportent pas d'argent. Que si les politiques s'y intéressent pas, c'est parce qu'en fait, ça ne fait que coûter. C'est faux. Ça rapporte. Le médico-social, ça rapporte. Mais ça rapporte pas toujours aux endroits où on croit que ça rapporte. Il y a énormément de fondations, d'associations qui font de l'argent dans ce secteur-là avec l'immobilier. Alors par exemple, il y a une association qui est très connue, qui s'appelle par exemple SOS. Il y a eu quelques petites enquêtes concernant cette jeune association. Et eux, ils ont trouvé le bon filon. On prend de la subvention, qu'on investit dans des affaires immobilières au prétexte de suivre des enfants, des vieux, tout un tas de gens qui ont besoin d'accompagnement. Et puis en fait, on spécule sur l'immobilier. Ce sera pas mal aussi de réfléchir sur quelque chose qui s'appelle la PFR, prime de fonctionnement et de résultats. Tous les directeurs, les directrices des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, ils peuvent la toucher. Les plafonds pour ces primes, ça atteint des dizaines de milliers d'euros par an. Faut pas s'étonner qu'on ait des directeurs d'établissements. Vous savez qu'ils nous sortent souvent, ils nous disent « Ah mais vous, la CGT, vous voyez toujours le verre à moitié vide. » Nous, on le voit à moitié plein. Et oui, pourquoi ? Parce que ce qui crée la conscience politique, c'est les conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire qu'en clair, quand je prends 100 000 euros par an, c'est vrai que on voit plus les choses de la même manière. Autant les structures publiques sont dans des situations financières compliquées, mais autant les structures privées dégagent énormément de bénéfices. Il y a des groupes qui sont cotés en bourse, qui utilisent l'argent de la sécurité sociale pour dégager du profit. Et c'est là où est toute la problématique, c'est que on a autorisé une médecine privée qui, je le rappelle, sans la sécurité sociale, les établissements privés lucratifs ne pourraient pas exister. Plus de 90% des recettes des établissements lucratifs, quels qu'ils soient, que ce soit des EHPAD, que ce soit des cliniques privées, existent grâce aux recettes de la sécurité sociale. Il y a eu une réflexion dans les années 90 à comment on allait prendre en soin les personnes passant les 60 ans. On a commencé à transformer un certain nombre de choses et notamment l'accueil. Tout le vieillissement démographique évidemment est en cause, donc on a commencé à mettre en place ce qu'on appelle les EHPAD. Avec, à l'époque, le mot qui s'appelait la politique du grand âge. Il y avait un point positif, la prise en soin, améliorer les conditions du vieillissement. On a commencé à réfléchir comment on allait financer, accueillir, prendre en soin les personnes âgées dépendantes, avec ce qu'on appelait les conventions tripartites, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis on a commencé aussi à médicaliser ces établissements. Est apparu dans les années 2000 l'allocation perte d'autonomie, ce qui était à la base plutôt une bonne idée. Après-guerre, il y a eu beaucoup de naissances, qui veut dire que, arrivé dans les années 90-2000, toutes ces naissances faisaient que ces adultes commençaient à vieillir et on a commencé à se dire comment on va accueillir tout ce monde. Sur le mode de financement, la réflexion qu'il y a eu a été de faire une tarification sur 3 modèles. Le soin, la dépendance, puisque un certain nombre de pathologies ont commencé à émerger, type ce qu'on appelait Alzheimer, parce qu'avant on disait souvent il devient sénile, mais aussi tout un tas de troubles psy. Dans les années 2000-2015, on commence à s'apercevoir que cette structuration financière est problématique pour plusieurs choses. Tout ce qui était l'ensemble des bâtiments qui avaient été réfléchis, toute la partie médicalisation aussi, la prévention, le maintien à domicile, et la structuration des différents secteurs. Le point négatif dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une partie qui est le reste à charge sur nos résidents et sur les familles. Pour certains d'entre nous, quand on met un parent dans des EHPAD, il y a ce qu'on appelle le reste à charge, ou alors c'est qu'ils sont à ce qu'on appelle l'aide sociale. Il y a quelque chose auquel les politiques n'avaient pas réfléchi à l'époque, c'est qu'on s'est dit à l'époque, on donne un budget et puis on verra comment on fait financer, ou en tout cas comment on organise la structuration des professionnels autour des résidents. Les financeurs qui sont donc l'État, l'Agence régionale de santé et le département, chacun d'entre eux, ça va être à qui va payer quoi. Dans les années 2015-2024, il y a eu une prise de conscience publique, plusieurs scandales ont commencé à émerger. Il y a eu l'affaire Orpea. On s'est bien vite aperçu qu'avec le financement des EHPAD, certains s'en mettaient plein les poches. Il y avait une véritable absence, ou en tout cas, il n'y avait pas de regard suffisant sur le mode de financement de l'ensemble des EHPAD. Il y avait ce qu'on appelle le lucratif et le non lucratif. Et puis en 2024, a commencé à émerger la loi Bien vieillir. Cette loi, elle a été votée, elle est parue au journal officiel, mais le texte est vide. On a été sollicité pour qu'on puisse commencer à réfléchir à écrire le texte qui sera proposé. Aujourd'hui, contrairement à l'hôpital, il n'y a pas de ratio existant, écrit noir sur blanc, de présence
soignants, tout corps de métier qui entoure le résident dans la structure. Et donc, tout découle du financement. C'est-à-dire que, via le PLFSS, un budget nous est alloué et on doit se débrouiller avec ce budget. Il n'y a pas de réglementation et donc c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui, puisque en fonction des finances de l'établissement, eh bien, on se retrouve avec des ratios qui peuvent être parfois totalement incohérents en fonction des différentes structures. 80% des EHPAD aujourd'hui sont déficitaires. Quand on parle de taux d'occupation, c'est le nombre de lits occupés dans l'établissement. Aujourd'hui, pour que ça puisse fonctionner, tout EHPAD ne devrait pas être en dessous de 98 à 99%. Un tiers des EHPAD du département sont en dessous. On a des infirmières et des aides-soignants qui sont diplômés, qui sont de la fonction publique depuis parfois 20, 30 ans, qui sont pourtant dévouées dans le métier qu'elles exercent. Eh bien, elles quittent définitivement la fonction publique, mais elles quittent leur métier. Elles partent pour toute autre chose parce qu'elles sont dégoûtées des conditions de travail dans lesquelles elles prennent en soin les résidents. Mais en plus, vu qu'on a un problème de formation, eh bien, on a un problème de recrutement derrière. Et puis, évidemment, le reste à charge. C'est déplorable de voir des familles contraintes de vendre leur maison pour pouvoir payer l'hébergement de leurs parents. Sur l'évolution positive, médicalisation accrue sur l'établissement, tous les plans de soutien mutuel, le Ségur, le Covid, la loi grand âge, et puis avec tous les scandales qu'il y a pu y avoir, aujourd'hui, il y a une exigence de transparence forcément sur les finances et sur le fonctionnement de l'établissement. On se refuse d'entendre que dans les EHPAD, les gens viennent pour y mourir. C'est faux. Il y a plein d'animations où les résidents de l'établissement et les professionnels se sont tellement investis cette semaine qu'il y a plein d'animations organisées et ça donne vie à l'établissement. On n'avait jamais vu nos résidents avec un tel sourire. Ça fait du bien de voir que il existe de la vie dans les établissements des EHPAD. Les bénévoles, tu prends l'exemple des fêtes de Noël. On se rend auprès des professionnels pour faire un peu le tour et voir comment ça se passe. Et elles nous interpellent et nous disent, vous vous rendez compte, pour Noël, on a acheté le sapin, les décos, les cadeaux de Noël des résidents, parce qu'on nous a donné, en tout et pour tout, nous il y a 120 résidents dans ce site-là, 50 €. 50 € pour un sapin, des décos et des cadeaux pour 120 résidents. Eh bien, les professionnels, elles ont fait, ma camarade, ce que vous faites et ce qui se passe, je pense, dans beaucoup d'établissements. Parce qu'effectivement, on a notre métier très à cœur et qu'on ne fait pas ça comme ça du jour au lendemain. Eh ben, elles ont toutes mis 10 balles. Au nombre qu'elles sont, elles ont pu offrir un cadeau décent avec un petit ballotin de chocolat aux résidents. Il y avait un magnifique sapin qui trônait au pied de l'établissement. Et dans chacun des étages, sur les 5 étages, il y avait des décos partout pour que les résidents puissent avoir un vrai Noël. Que par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a 10-15 ans, on accueille des personnes avec des multipathologies, qui soient à la fois physiques ou psychologiques. Pour rentrer en EHPAD, normalement, il ne doit pas y avoir plus de 20 minutes de soins infirmiers autour du résident. En tout cas, c'était ce qui devait exister à l'époque. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Quasiment l'intégralité de nos résidents sont à plus de 35 minutes de soins infirmiers par jour, moyenne. Je dis bien moyenne. Mais on n'a pas plus de soignants pour autant. Sous couvert de différentes lois, il y a eu des possibilités d'investissement où chacun pouvait en profiter pour s'en mettre un petit peu plein les poches. Sur une direction précédente, on nous avait demandé d'appeler nos résidents des clients. Dans le privé lucratif, on peut retrouver certaines EHPAD à plus de 10 000 € par mois. Pour les prochaines décennies, c'est une vraie refonte du financement des EHPAD, redonner de l'attractivité au métier du grand âge. Il y a une vraie rénovation du parc immobilier à faire pour qu'il soit adapté à la population reçue dans nos établissements. Et puis évidemment des développements d'alternatives avec des habitats inclusifs et des résidences autonomie. Aujourd'hui, les départements sont les responsables et les financeurs des dispositifs de protection de l'enfance. C'est le département qui est chargé d'organiser l'accueil des mineurs qui sont placés. Mais c'est le juge ou la juge des enfants qui ordonne le placement ou la mise en place de mesures éducatives. Il n'a pas de pouvoir décisionnaire sur le département. Mais il n'est pas non plus forcément au courant du nombre de places disponibles. Le juge, en son âme et conscience, dit « Bah non, là, cet enfant, faut qu'il y ait une mesure éducative pour qu'il soit placé. Je prononce un placement. » Son dossier est donc envoyé à l'aide sociale à l'enfance qui dit « Bon, bah ok, c'est vrai, il doit être placé, mais on n'a pas de place. Donc il attendra. »
Aujourd'hui, on estime en 2025 qu'il y a environ entre 3 et 5 000 enfants sur tout le territoire national qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qu'un juge a dit qu'un enfant est en danger, ou qu'il devrait avoir une mesure éducative d'accompagnement de lui et de sa famille. Et en fait, il n'y a rien qui se met en place, il faut qu'il attende. On a régulièrement dans les médias des drames, des tragédies comme ça, d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas été pris en charge à temps. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation, de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, alors le juge peut prononcer un placement. Vous imaginez bien qu'avec tout ça, on pourrait en placer pas mal des enfants. Alors moi, souvent, je pose la question, comment se fait-il dans ces cas-là que l'écrasante majorité des enfants qui font l'objet d'un placement d'une mesure éducative soient tous et toutes issus des couches populaires de notre société? Alors qu'on sait très bien qu'il y a dans les couches supérieures de notre société des enfants qui aussi font l'objet de mauvais traitements et qui subissent des violences physiques, psychologiques, voire sexuelles. Un certain nombre d'affaires récentes le montrent. Je pense notamment en 2025, le rapport dit Betaram qui a révélé les violences perpétrées dans les écoles privées sous contrat et qui ne sont jamais contrôlées. Donc il y a quand même là de quoi largement s'interroger sur les représentations qui existent dans le travail social, dans la justice, dans les services de l'ASE, dans l'éducation nationale, que l'on aboutisse à ce constat. En 2025, des rapports sont venus souligner que la protection de l'enfance est aujourd'hui à l'os et que les politiques menées depuis des années aboutissent à ce que ce secteur travaille en mode dégradé en permanence. Mode dégradé, c'est un terme qu'emploie au département. Ils le reconnaissent, ils disent oui, on fonctionne en mode dégradé. La défenseuse des droits a demandé en janvier 2025, elle a donné 4 mois au préfet, au président de département pour qu'il réponde aux plus de 60 propositions qu'elle a faites pour changer la protection de l'enfance. À ma connaissance, aucun département ne lui a encore répondu. On est confronté à la protection de l'enfance puisqu'on a des jeunes qui sont placés à l'INEFI, soit dans les familles ou alors dans des foyers semi-autonomes. Quand on est handicapé, c'est pas mal. Et on est confronté aussi à tout ce qui est insertion, inclusion dans les établissements scolaires. Pour certains jeunes, c'est une grande souffrance. Ça fait partie de nos objectifs d'établissement. On doit avoir 80% de jeunes qui doivent être réinclus dans le système scolaire. Autant vous dire que les jeunes qu'on a dépendent aussi bien de la psychiatrie et d'un handicap très profond qui ne suivront jamais une scolarité normale. On est au clair là-dessus. J'aime pas dire qu'on travaille en mode dégradé parce que c'est exactement ce que dit mon employeur. En fait, en réalité, mode dégradé, c'est juste, il manque des postes, il manque du monde. Donc, quand il manque du monde, ils disent on travaille en mode dégradé, c'est quand même vachement plus joli. On a de plus en plus d'enfants avec des handicaps, des problèmes psy très importants. Par contre, les modes de placement, ils changent pas beaucoup. Et la formation non plus des assistants familiaux, pas de formation sur le handicap, sur l'autisme, sur rien. Par contre, il faut qu'on les accueille, peu importe comment on les accueille. Et après, on s'étonne, effectivement, sur les assistants familiaux ou même dans les établissements que ça craque. Ben forcément, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour accueillir des enfants qui ont un handicap lourd ou des problèmes psy. Il y a de plus en plus. Sur l'inclusion, moi, je reviens sur ce que tu disais et l'école, je vais vous rejoindre. Je pense que ça a été la grosse arnaque. On a fait croire aux parents qu'il y avait des enfants handicapés. Mais si on va les mettre à l'école, ils sont comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Et on en a profité pour fermer tout ce qui était l'éducation spécialisée, tous les profs, les instituts spécialisés, tout a fermé. Ça coûte beaucoup moins cher. Avant, il y avait un institut spécialisé avec 7-8 enfants devant lui. Maintenant, ils sont dans une classe avec des profs qui ne sont pas formés pour. 40% des enfants sortant du système ASE sont à la rue. C'est déjà des gamins qui sont cassés au départ par la vie et qui finalement vont encore être cassés parce qu'en sortant d'une institution qui est censée les élever vers le haut, en fait, une fois qu'on les sort, il n'y a plus rien. La santé psychique des Normands, chez les enfants et les adolescents, c'est environ 10 200 jeunes Normands qui sont pris en charge pour cause de maladies psychiatriques. Un taux de recours à un psychiatre nettement inférieur par rapport à la moyenne nationale. Des taux d'hospitalisation pour tentative de suicide particulièrement élevés dans la région. Une consommation de psychotropes très élevée chez les jeunes de 0 à 17 ans. Chez les adultes, il y a 94 500 adultes pris en charge pour une maladie psychiatrique. Une espérance de vie réduite chez les personnes suivies pour des troubles psychiques. Alors les décès par suicide, c'est pareil, plus élevé en Normandie qu'en France. Et il y a un taux de recours aussi aux établissements de santé pour motifs psychiatriques plus élevé. Tentative de suicide, c'est pareil, c'est plus élevé. Il y a un recours aux hospitalisations sans consentement supérieur aussi en Normandie qu'en France. Et une importante consommation des psychotropes. Donc les psychotropes, c'est les médicaments spécifiques à la psychiatrie. Et chez les personnes âgées, c'est le même constat en fait. Il y a beaucoup de décès liés aux troubles mentaux et un recours aussi aux soins psychiatriques plus élevés
des hospices pour suicide aussi plus fréquents chez les personnes âgées et aussi des utilisations de psychotropes plus élevées chez les 65 ans et plus. En Normandie, on est la deuxième région la plus touchée par le suicide et le suicide, c'est la première cause des décès des 15-35 ans. En psychiatrie, on est pris en charge au plus proche du lieu d'habitation. En Seine-Maritime, il y en a 3. Rouen, Le Havre et Dieppe. Sur Rouen, c'est le CHS du Rouvray, 776 lits d'adultes, 10 lits d'adolescents, un service de pédopsychiatrie de 10 lits qui est fermé depuis janvier 2025. Donc plus aucun enfant qui a des troubles psychiatriques ne peut être hospitalisé. Sur Le Havre, il y a le centre Pierre-Janet et l'hôpital Flaubert. En tout, ça représente 377 lits et il y a 8 lits d'hospitalisation adolescents. Et sur Dieppe, 73 lits adultes et 6 lits de pédopsychiatrie fermés. Réouverture en 2026. À ce jour, ce n'est toujours pas réouvert. Possiblement une réouverture dans l'année. Il y a une petite particularité en psychiatrie, c'est qu'on peut être hospitalisé de son plein gré, mais on peut aussi être hospitalisé sans son consentement. Il y a plusieurs modalités d'hospitalisation. HO, l'hospitalisation d'office, c'est le préfet ou le maire qui demande l'hospitalisation. Il y a le soin psychiatrique à la demande d'un tiers, le soin psychiatrique à la demande d'un tiers urgent et le soin psychiatrique pour péril imminent. C'est-à-dire que quand on n'a pas de tiers mais qu'on estime que le patient est un danger pour lui-même ou pour les autres, on peut l'hospitaliser. C'est vraiment très typique à la psychiatrie puisque le patient refuse de se faire opérer. On ne met pas en place une contrainte d'hospitalisation. C'est vraiment parce qu'il a un trouble psy qu'on l'hospitalise sous contrainte. Pour la Seine-Maritime, il y a 228 psychiatres pour 1 250 378 habitants. La psychothérapie institutionnelle, le principe c'est que tout le monde aide et soigne le patient. Quand on privatise les fonctions support, c'est des gens qui ne sont pas formés, ils ne font pas partie des équipes de soins. Quand il y a des réunions et des transmissions, ne sont pas présents. Donc ne nous apportent pas non plus les éléments qu'ils ont pu percevoir chez les patients. On rappelle souvent, on juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous. C'est une citation de Lucien Bonafé. Chers camarades, cette journée d'études CGT sur la santé et l'action sociale en Seine-Maritime n'a pas seulement été riche, elle a été nécessaire, éclairante et combative. Elle a permis, avec vous, de croiser nos réalités de terrain, de confronter nos analyses et surtout de mettre des mots clairs sur une situation devenue insupportable à la fois pour les salariés que pour les usagers. Qu'il s'agisse de la santé publique ou privée, des EHPAD, de la protection de l'enfance, du handicap, de l'insertion ou de la psychiatrie, le diagnostic est sans appel. Notre département est à bout de souffle, asphyxié par un manque chronique de moyens humains, financiers et matériels. Ce que nous vivons n'est ni une crise passagère, ni une fatalité. C'est le résultat d'un choix politique conscient et organisé, mené depuis plus de 40 ans et visant à affaiblir le service public pour mieux livrer la santé et l'action sociale aux appétits du capital. La méthode est connue, on asphyxie le public, on dégrade les conditions de travail et d'accueil, puis on vient nous expliquer que le privé serait soi-disant plus efficace. Nous l'avons encore démontré aujourd'hui, le privé coûte plus cher, soigne moins bien et produit de l'injustice sociale. Il répond à une logique de profit, là où nous défendons une logique de droit et de besoins humains. Tout est aujourd'hui pour transformer la santé en marché, y compris lorsqu'il s'agit d'accompagner la vulnérabilité, la dépendance ou encore la fin de vie. Cette offensive touche aussi de plein fouet les travailleuses. Quel est l'objectif final de ce projet en réalité? Ils veulent affaiblir et démanteler la sécurité sociale pour la remplacer par l'assurance privée et les retraites par capitalisation. Et donc de cette journée émergent plusieurs revendications assez claires, 100% public et 0% lucratif. Rétablir intégralement le financement par les cotisations sociales, imposer une auto-répartition des richesses, gagner des conditions sociales de haut niveau pour toutes et tous avec des statuts protecteurs, la reconnaissance des qualifications, enfin garantir un accès égal à la santé et à l'action sociale sur tous les territoires pour toutes les populations sans discrimination ni de couleur, ni d'âge, ni de ressources ou de handicap. La santé et l'action sociale ne sont pas des marchandises. La santé, c'est l'affaire de toutes et tous. Lutter, c'est bon pour la santé. Merci.